Alors, on va commencer pour le plan osseux, si vous êtes d'accord. Les deux os de l'avant-bras finissent comme ça c'est le radius, et ça c'est l'ulna. Le radius finit avec deux surfaces articulaires, une pour le scaphoïde et une pour le lunatum. D'accord? Sont la fosse scaphoïdienne et la fosse sémilunaire. Entre deux, il y a une petite crête. La forme du radius, en sa partie distale, il y a cette pente-là par rapport à l'horizontale de l'articulation. Et normalement, il est en même hauteur que la tête de l'ulna. Donc là, même mais la variance entre l'ulna et le radius peut être variable, ça dépend du patient. D'accord? Ces parties du radius, c'est les styloïdes. Tout ça, vous le savez déjà. Je donne aucune information que vous ne connaissez pas d'avant. Et dans le plan de latéral, le radius, il y a la glène qui a une petite pont de bascule physiologique palmaire. Et dans un coupe comme ça, on verra qu'il y a une surface plus plate, l'articulation pour l'ulna, et ici on a les tubercules de Lister. D'accord? Il nous reste encore voir une surface une surface qui est en palmaire, que c'est cette surface-là. Il y a une espèce de crête ici qui va délimiter deux parties. La partie distale de cette crête-là, ça va venir vers l'articulation. La partie proximale est à peu près plate. Ces lignes-là, c'est comme une petite crête comme ça, qui en anglais on appelle watershed line. Par rapport à l'ulna, l'ulna n'est pas articulaire par rapport à carpe, elle articule seulement avec le radius, avec la tête, et il a une petite styloïde là-bas. On va passer déjà, bon, ça c'est le plan osseux de l'avant-bras. L'articulation radiocarpienne, il continue pour le premier rangée de carpe. On a les scaphoïdes, mais si on le fait bien, c'est mieux. Voilà. Le lunatum et les triquetrum. On considère toujours dans la première rangée de carpe les pisiformes, mais les pisiformes c'est un os sésamoïde. Vous connaissez le concept d'os sésamoïde, un os qui est inclus dans un tendon pour augmenter le bras délégué, alors la force. Les scaphoïdes, c'est un os avec une forme un petit peu d'haricot. C'est difficile à dessiner, il y a beaucoup de scaphoïdes différents, ça dépend du cas. Et on est tous d'accord que le pire problème des scaphoïdes, c'est sa tendance à la cédarthrose parce qu'il y a deux artères qui viennent le vasculariser. Donc une artère distale qui est à peu près bonne et sympa, et une artère proximale qui est complètement pourrie. Alors l'artère proximale peut se fermer. Les tabacs ou des autres conditions peuvent le fermer plus facilement, par exemple la diabète, et ça c'est les substrats anatomiques de la cédarthrose des scaphoïdes. Oh, non, je suis allé trop loin. Je récupère les triquetrons de nouveau et les pisiformes. Ensuite, on a la deuxième rangée de carpe, l'articulation médiocarpienne. On a le trapèze, c'est l'articulation importante pour le pouce, le trapézoïde, le capitatum et l'amatum. Voilà. Donc, on a déjà le poignet, plan osseux.
On va cacher les poignets, on va partir par le de os de la main et du métacarpien, des os de la main, du métacarpien et aussi des phalanges, des os de doigts. Et après, on revient de nouveau au dessin du poignet pour parler de ligaments, choses comme ça, d'accord? Donc, il faut savoir que dans l'anatomie de la main, les os longs de la main ont une relation par rapport à la série des Fibonacci. Je ne sais pas si vous connaissez la série des Fibonacci, c'est la proportion horaire. Donc, le métacarpien, il est de la même longueur. On va faire à côté un dessin pour montrer. Hop. La longueur du métacarpien doit être la même. Et on ne pourra pas parce que je fais le dessin. On va le faire dans l'autre sens. Attendez un second. Hop. Parce que je n'ai pas la place ici. Un petit peu de patience. J'arrive, j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je coupe rien dans la vidéo que je monte sur YouTube. Tous ces moments que je me trompe, vous le verrez. Comme ça, vous pourrez vous moquer de moi, c'est pas grave. Donc, cette longueur-là, attendez, qu'est-ce que je fais? C'est la même longueur. Pourquoi il me copie pas? Qu'est-ce que je veux copier? En train de faire. Voilà. Que le deux phalanges première. D'accord? On était en train de dire ça. La même longueur que la phalange proximale et la phalange moyenne. Et si vous avez bien compris, la longueur de la phalange proximale, c'est la même que la longueur de la phalange moyenne et distale. D'accord? Ça, c'est une façon de savoir si notre patient il a un raccourcissement. Bon, en fait, ici, la relation n'est pas trop bien, parce que je n'ai pas bien fait, mais bon, vous comprenez un petit peu les concepts. Non? Oui. Voilà. Je n'ai pas trop bien fait parce que normalement, doit être plus long ça et plus court celui-là. Mais bon, à peu près, ça, c'est les concepts. Ça, c'est une façon facile de voir si notre patient a ou n'a pas un raccourcissement. On n'a pas besoin de comparer, on peut mesurer et alors on peut constater s'il a un raccourcissement ou pas. On va effacer tout ça parce que le dessin n'est pas trop bon. On a un petit peu de... Voilà. Donc le métacarpien, la base de différents métacarpiens sont différents pour s'adapter aux os du carpe. On ne va pas rentrer à ça parce que bon, c'est logique. La base du cinquième s'articule avec l'amatum, la base du quatrième avec l'amatum aussi, la base du troisième avec les capitatum, la base du deuxième avec les capitatum, les trapézoïdes et la base du premier métacarpien. On va l'étudier à part parce que c'est l'articulation trapèze métacarpienne que c'est le siège de l'arisarthrose. Donc c'est anatomiquement intéressant et on le verra plus tard. On va laisser les pouces à la fin parce que c'est peut-être le plus compliqué de tous. D'accord? Le métacarpien, dans la partie distale, a une tête que c'est à peu près ronde parce que c'est une articulation énarthroïde. Donc, un condyle et une glène à la base de la première phalange. D'accord? Mais n'est pas régulier. Si on voit en coupe de la tête du métacarpien, on verra qu'un dorsal est plus étroite qu'un palmaire. D'accord? Ça c'est dorsal et ça c'est palmaire. Ça donne deux conséquences cliniques très importantes. La conséquence la plus importante, la raison d'être de ça, c'est que en extension, les doigts ont la possibilité de se déplacer au plan frontal, donc de s'écarter et se rapprocher.
peut s'écarter ou se rapprocher. D'accord? C'est ça qui permet à l'être humain faire un tricky. Sinon, on ne pourrait pas parler avec les Vulcaniens. Les Vulcaniens ont fait ça, donc on avait besoin de nous communiquer avec les Vulcaniens. Mais par contre, en flexion, le doigt n'a pas de possibilité de se déplacer dans ces plans-là. Ils sont tous dans une direction qui signale. On est en train d'enregistrer. Hein? On est en train d'enregistrer. Et tous les doigts vont se diriger vers les scaphoïdes. Donc si vous voulez savoir si c'est un trouble rotatoire, vous regardez si les doigts se dirigent bien vers les scaphoïdes. D'accord? Ça, il a une raison fonctionnelle. Ça nous permet, avec la main ouverte, nous adapter à la forme d'un objet pour essayer de la cire. D'accord? Comme ça, on peut assir des objets avec la main ouverte. Peu importe la taille de l'objet. Et avec la main fermée, de bien tenir l'objet dans notre main sans que ça se déplace. D'accord? Donc, on va parler des conséquences à l'exploration clinique et au traitement de ces circonstances-là. Il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est à l'exploration clinique. Si on doit tester les stabilités du ligament collatéraux de la métacarpophalangienne, on ne peut pas le faire en extension. Vous comprenez? Parce que les ligaments collatéraux en extension vont pas avoir une retrainte, vont pas retenir l'articulation, on la laisser bouger. Mais en flexion, le ligament sera en tension et si il y a un déplacement dans ce sens-là ou ce sens-là, ça veut dire que les ligaments sont abîmés. Et l'autre conséquence, c'est une conséquence plutôt clinique. Si on laisse un ligament détendu à mobiliser, il va se rétracter. Alors, pour immobiliser le métacarpophalangien, de préférence, on le fera en flexion, que c'est la position où le ligament est en tension, alors il ne va pas se rétracter. D'accord? Et bon, on va voir un petit peu aussi de ces articulations interphalangiennes. Sont tous pareils. C'est une trochlée. C'est exactement la même articulation que genou. Donc, on a deux petits condyles et deux petites glènes. Mais en différence que genou, il n'y a pas de ligaments entre eux. Les ligaments sont tous extrinsèques. D'accord? Et comme on parle déjà de ligaments, on va revenir au dessin de carpe. On va commencer à parler de l'appareil articulaire, de l'arthrologie de la main et du poignet. Désolé, il faut le faire. Sinon, je ne le ferai pas. Donc, les articulations du poignet sont difficiles, vraiment. Il y a les ligaments intrinsèques et les ligaments extrinsèques. On va parler que de trois grands ligaments que sont des sièges anatomiques des lésions les plus graves, parce que je pense que rentrer dans des autres ligaments, pour vous, c'est un petit peu trop, tant qu'externe. On va parler du ligament TFCC, on va parler du scapho-lunaire et de l'unitriquetral. Et on va arrêter. Mais il y a beaucoup plus de ligaments qui peuvent être blessés aussi, des sièges de pathologie,
Bon, ça, il faudrait que vous étudiez si vous rentrez dans la traumatologie ou la chirurgie de la main. Le TFCC, c'est l'ancien ligament triangulaire. On ne parle plus de ligament triangulaire parce qu'on a découvert avec des études anatomiques que c'est une structure plus complexe, une espèce de complexe articulaire formé par un ménisque, petit ménisque et un ligament. Le dessin classique du ligament scapholulaire, on est au TFCC. Ce serait comme ça. On a la tête de l'ulna. Ah oui, TFCC, ça veut dire, alors, je l'écris ici avec ça. Un petit second, hop. TFCC, ça veut dire Triangular Fibro Cartilage Complex, je pense. Sinon, quand ça sera monté sur YouTube, si quelqu'un pense que je me suis trompé dans quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte de commentaires. C'est pour ça qu'ils ont fait des boîtes de commentaires, pour faire des commentaires. Sinon, il n'y aurait pas. Et la surface articulaire du radius pour le radioulaire distal. Alors, le TFCC, on va le dessiner dans une autre couche différente. En bleu. On fait le ligament en bleu. Ça vous va? Oui. Parfait. Le TFCC, il est inséré au bord du radius et de là va venir jusqu'à la fosse lunaire et un petit pôle styloïde, mais c'est plutôt la fosse où il s'insère, d'accord? Il fait une espèce de paletot là, qui sera la surface articulaire pour le triquetrum. Donc, il donne la stabilité à la radiolaire distale et il fait une partie de surface articulaire pour le poignet. Après le ligament scapholulaire, c'est comme son propre nom dit, le ligament qui met ensemble les scaphoïdes et les lunatum. Ce ligament-là, il est fait dans 3 couches différentes, une couche plutôt palmaire, une couche intermédiaire et une couche dorsale. Cette même type de structure, on peut la trouver aussi en lunotriquetral que pareil, c'est le groupe de mettre ensemble les lunatum et les triquetrum. Donc on peut faire ça, hop, parce que c'est à peu près la même structure anatomique. La différence, c'est que pour le scapholulaire, le fascieux que fait les stabilités mécaniques, c'est le fascieux dorsal. Et pour la lunotriquetral, c'est le fascieux palmaire. Et pour le scapholulaire, ça c'est très important, les fascieux palmaires, c'est important, mais pas pour la stabilité mécanique, mais pour la proprioception. On a trouvé depuis quelques années que le ligament du poignet a une fonction de proprioception qui est très importante. Et on ne peut pas négliger cette fonction de proprioception parce que parfois c'est le siège de la pathologie de notre patient, la sensation d'instabilité, la sensation de manque de force ou la sensation de douleur peut venir de ce manque de proprioception qui ne permet pas de bien positionner son bras, d'accord? Son poignet. On finit déjà l'arthrologie du poignet et on va passer à l'arthrologie de... Ça, on va l'éliminer aussi. Hop. On va passer à l'arthrologie de la métacarpophalangienne et de l'interphalangienne, d'accord? C'est plus simple, mais c'est important. La métacarpophalangienne, on a déjà donné quelques petites infos sur ce sujet-là. Le ligament le plus important sont les collatéraux. Il a une plaque palmaire
ça veut dire un ligament palmaire fort au métacarpophalangien, mais son importance clinique est beaucoup moins que ça de interphalangien. Donc, on a ces ligaments collatéraux qui, comme on a dit tout à l'heure, vont se mettre en tension lors le geste de flexion de MCP. Et une plaque palmaire qui va éviter l'hyperextension, mais moins important que le collatéraux. Donc voilà, c'est pour ça que on a quelques degrés d'hyperextension naturelle en métacarpophalangien. Au niveau de interphalangien, la situation c'est la contraire. Les interphalangiens sont des articulations qui ont une plaque palmaire très puissante, que c'est la siège d'une pathologie très fréquente, l'entorse de la plaque palmaire, et deux ligaments collatéraux qui vont être en tension à l'extension, pas à la flexion. À la flexion, sont détendus. Alors, la conséquence, c'est l'inverse. Les interphalangiens, il faut la mobiliser en extension pour éviter leur raideur, pas en flexion. Donc, on va dessiner déjà ça, un petit peu, la plaque palmaire. C'est un ligament en forme de H. Je pense que c'est un couleur un petit peu trop... On va remonter là. Voilà. C'est un ligament en forme de H. Là. Très puissant qui provient de l'hyperextension de l'interphalangienne. Et on a le collatéraux. Voilà. On va finir l'arthrologie et les plans osseux de la main avec l'articulation la plus complexe, que c'est l'articulation qui, à mon avis, nous donne les statuts d'être humain. L'articulation trapèze métacarpienne. Alors, si vous voyez un enfant, vous verrez que le cartilage de croissance du premier métacarpien se trouve à la base. Quand pour le métacarpien de doigt long, les cartilages de croissance se trouvent plutôt à la tête. Ça s'explique pour l'origine phylogénétique du premier métacarpien. Le premier métacarpien, il a la même origine phylogénétique que la phalange proximale de doigt long. Donc, si vous voulez, le premier métacarpien, c'est en fait une phalange proximale adaptée. Et qui serait le métacarpien? Serait le trapèze. Cette adaptation s'est faite pour pouvoir avoir une chose qui va nous différencier du reste des animaux. La opposition du pouce. Cette opposition du pouce est réussie grâce aux surfaces articulaires du métacarpien et du trapèze. C'est une articulation double sellaire. Donc, on a la selle dans un sens et dans l'autre sens, comme ça. D'accord? Cette analogie, parce que vous savez, donc c'est une double curvature, une curvature comme ça, mais après ici est courbée aussi. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Non. D'accord, c'est bien ça. On l'a fait en première année, mais c'est loin. Alors, c'est loin. Quelle autre articulation qui est en double selle? Alors, si vous voyez le trapèze, il a ces formes-là, d'accord? Mais c'est pas seulement comme ça. Ça, c'est si on le voit dans un seul plan. D'accord?
Dans l'autre plan, il y a aussi une curvature. Donc, on vient essayer de dessiner en 3D. Hop. Vous commencez à voir? Oui. La curvature, double curvature. Et le métacarpien est à l'inverse. Ce type d'articulation, selon Kapandji, donne un résultat de articulation cardan. Vous savez qu'est-ce que c'est une cardan? D'accord. Vous avez jamais utilisé un tournevis de cardan? Vous n'avez jamais fait le bricolage. C'est bon. Non? Moi j'ai déjà entendu, mais je sais plus ce que c'est. D'accord. Cardan, c'est une articulation où les deux composants se trouvent de cette façon-là. De façon que... Attendez, je vais ajouter un petit peu de couleur pour que ce soit plus facile à comprendre. Voilà. Ça, dans la circonstance suivante. Une articulation cardan peut s'articuler dans ces plans-là. Et ça, vous voyez bien. Ça, il peut tourner vers là ou vers là. Jusqu'à là, on a tout compris, non? Une articulation de cardan peut se bouger dans l'autre plan. C'est un plan perpendiculaire. Parce que cette partie-là, elle peut venir comme ça ou comme ça. Jusqu'à l'instant, on est d'accord. La combinaison de ces deux mouvements vont donner des mouvements dans tous les axes. Mais la partie importante d'un cardan, c'est que la rotation d'un des composants va transmettre la force de l'autre de rotation vers l'autre composant, peu importe la situation de flexion ou extension de l'articulation. Donc la rotation va se transmettre même si un des composants est fléchi par rapport à l'autre. Ça va transmettre pareil la rotation. Une tournevis de cardan, c'est une tournevis qu'on utilise pour visser des vis qui sont dans une mauvaise position. Donc il y a une petite articulation et peu importe si cette articulation est fléchie, on arrive à visser. Mais le trapézo-métacarpien, c'est une cardan pour Kapandji. Et la radiocarpien aussi. Ce sont des articulations de cardan pour Kapandji. Après, vous pouvez croire Kapandji ou pas. Et ça, c'est notre histoire. Moi, je suis Kapandji Power. Capagnère. Je ne sais pas ici en France, mais en Espagne, on ajoute un ER à la fin de peu importe le nom pour montrer qu'on est fan de quelqu'un. Ah oui? Ouais. C'est plutôt pro Kapandji. Oui, mais ça c'est quelque chose de nouveau, des années nouveaux pour le chanteur, choses comme ça. Bah, c'est les acteurs, bah, jusqu'à Pangière. Il y a une autre particularité dans l'articulation trapézo-métacarpienne. Et on va utiliser un exemple très visuel pour l'expliquer. Vous savez que c'est l'art, c'est dit, pour le siège pour le cheval. La selle en français, c'est ça, c'est pareil qu'en espagnol, c'est la siège qu'on utilise pour monter le cheval. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, si on imagine le trapèze comme une vraie selle, d'accord? Dans un cheval. Et on imagine, c'est comme ça que c'est pas, je sais pas si c'est très connu ou pas, mais j'adore parce qu'il s'explique très bien les choses. Et on imagine au métacarpien comme le cowboy, c'est pour ça que j'ai mis un bleu jean, d'accord?
on est dans cette situation-là où le cowboy est sous la chaise en train de monter. Ça va pour l'instant, non? Je mets l'autre part de cowboy un petit peu foncé pour montrer qu'il est derrière l'autre côté. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire non, on va pas faire comme ça, on va le faire de notre façon. Donnez-moi 5 secondes, parce que c'est pas si facile que ça, parfois, dessiner de façon que vous comprenez bien. Voilà, c'est comme ça que je voulais faire. Voilà. On a les cowboys de l'autre côté, l'autre jambe de cowboy là. Le cowboy, pour bouger, il peut venir vers l'avant, vers le derrière, vers un côté du cheval, vers l'autre côté du cheval. C'est ce qu'on avait dit. D'accord? Peut-être il faudrait transmettre une force de rotation au cheval avec ses jambes. Et le cheval va tourner. Mais il y a une autre possibilité. Le cowboy peut venir, c'est entre guillemets subluxer à ces parties-là du cheval. Et à ce moment-là, il peut roter parce qu'il n'est pas contraint pour le sel. Il peut tourner et chuter les seins bien derrière le cheval. Bon, le métacarpien peut faire ça. Il a une partie du trapèze. Vous commencez à bien aimer cette métaphore, je l'adore. Il y a une partie du trapèze que il est plat à la partie dorsale et le métacarpien a la possibilité, et en fait le fait, d'essayer de subluxer sur ces parties-là pour augmenter sa capacité de roter et de s'opposer aux autres doigts. Mais il y a une conséquence de cette petite saute, c'est que l'utilisation constante de ce mouvement-là va produire des problèmes de stabilité de l'articulation et c'est, selon quelques groupes de travail, le siège fonctionnel de l'arrêt arthrose. Et c'est quel mouvement alors qui permet de faire sauter C'est quand on fait une position? Non, c'est pas ces parties-là se trouvent plutôt à l'extérieur du trapèze. Alors si on fait si on ouvre le pouce, c'est réduit. C'est quand on rapproche. Okay. Quand on rapproche le pouce, le base du métacarpien va sortir un petit peu pour faire le biais. Et c'est ce moment-là qui va s'adapter là. Okay. D'accord? Bon. Donc avec ça, je pense qu'on a bien fini avec tout ce que c'est la partie arthrologie. On a fini avec un fil des cowboys, donc c'est bien. On va passer au tendon, au fameux tendon. Et après, on fera un petit peu d'anatomie nerveuse. Et si on a le temps, on fera un petit peu d'anatomie artérielle. Mais je suis pas sûr, parce que l'anatomie artérielle, vous êtes d'accord, c'est compliqué. Et c'est un petit peu difficile. On commence pour le tendon extenseur, si vous êtes d'accord. Et sinon aussi, on va commencer pour les extenseurs, d'accord? Pour commencer pour les extenseurs, j'aime bien utiliser toujours un coupe de poignet. Et vous comprendrez bien pourquoi quand on commence. Donc ça, c'est un coupe un petit peu schématique du poignet. On a le radius, on a l'ulna. On va dire radius, ulna. Si je regarde beaucoup l'ordinateur, c'est parce que le microphone n'est pas génial. Alors, si je ne regarde pas un petit peu l'ordinateur, vous serez obligé de mettre des casques pour bien écouter qu'est-ce que se passe et tout. Dans le face dorsale du poignet, on a une série de compartiments qui vont donner une direction très particulière au tendon qui se trouve là. C'est ce qu'on appelle les 6 compartiments extenseurs. D'accord? Il se trouve au niveau plutôt du poignet et carpe.
plus tard, ils ont disparu. Il faut bien connaître les compartiments et il faut bien connaître quel tendon vient dans chaque compartiment. Est-ce que vous avez ça? Non. Je vous donne un petit conseil pour faire bizarrement. Sont 6. On ne va pas commencer pour le premier, on va commencer pour le 5e. C'est pour vous souvenir plus facilement. C'est une règle mnémotechnique patentée pour moi. D'accord? Il a la patente. Donc, si vous l'utilisez, il faut me payer des royalties pour cette règle mnémotechnique. Le 5e compartiment se trouve juste à l'articulation radio-ulnaire et c'est pour le... attendez. Ah, pardon. Pardon. Je me suis trompé de bouton. Extenseur digiti minimi. L'extenseur propre du 5e doigt. Et voilà, c'est pour ça que pour moi c'est une règle mnémotechnique, parce que les 5e compartiments, c'est pour les 5e doigts. D'accord? D'ici, on peut venir vers les deux côtés et essayer un petit peu de comprendre qui ils sont dans chaque côté là. Donc si on vient au 6e compartiment, on devrait penser, bon, si ici on a déjà l'extenseur pour le 5e doigt, on n'a plus des extenseurs pour deux doigts ici. Mais c'est vrai. Ah ouais, ce matin, je cherchais les secondes, j'ai réglé le problème. C'est ça. On est en train d'enregistrer. Ici, on n'a plus de tendon pour le doigt. On a un tendon pour le poignet. On est dans la partie ulnaire, donc devrait être l'extenseur, parce qu'on est dans les extenseurs. Carpis, parce que tous les extenseurs du poignet sont extenseurs carpis. Ulnaris. Bah voilà, on a déjà deux tendons avec un concept facile. Si on vient après, là, on a les 4e compartiments, et le 4e compartiment, pour moi, c'est aussi un compartiment facile. 4e, combien de doigts longs il y a? Il y a 4, voilà. Le 4e compartiment, c'est pour le 4 doigts longs. Donc, sont les extenseurs propres de doigts. D'accord? Pour le 2e, 3e, 4e et 5e. Parce que vous savez que pour le 5e doigt, il a deux extenseurs. L'extenseur propre et l'extension commune. Il a aussi un extenseur propre pour l'index. Il se trouve ici. Et se trouve plus ulnaire que l'extenseur commun. D'accord? Donc, l'extenseur... Oh, pardon, je fais la même erreur deux fois. C'est parce que c'est un problème. Extenseur digiti index et extenseur digiti comuni. Je préfère utiliser les nominations latines pour ça. D'accord? Ensuite, on a un compartiment ici, un ici et un ici. Et ça sont les plus compliqués entre guillemets. Mais ce ne sont pas si compliqués que ça, mais sont les plus compliqués entre guillemets. D'accord? Le 3e, bon, on va nous sauter les 3e et les premiers. On va le laisser pour la fin. Le 2e compartiment, c'est un compartiment pour deux tendons pour le poignet. On a déjà l'extenseur carpis ulnaris. Il nous faut quelque chose en radial. Extenseur carpis radialis. Mais il n'y a pas seul un, il y a deux. L'extenseur carpis radialis longus et le brevis. D'accord? Il nous reste un seul siège anatomique à étendre. On a étendu tous les doigts longs, on a étendu le poignet, il nous faut le pouce. Le pouce est compliqué parce que le pouce, comme on le sache bien, il doit s'adapter mieux que les autres doigts à la position. Donc on a besoin de différents tendons. On a un tendon extrinsèque du pouce, l'extenseur pollicis longus, extenseur pollicis brevis et abducteur pollicis longus. D'accord? Et sa position, c'est l'extenseur
pollicis longus se trouve au troisième compartiment et l'abducteur pollicis longus, extenseur pollicis brevis se trouve au premier compartiment. Donc voilà, on a déjà les 6 compartiments. Et ces positions-là est importante parce que comme ça, si vous voyez bien, le pouce, il y a 2 directions différentes pour s'écarter. Ici, l'adaptation de ces 2 points d'attachement différents qui va adapter le pouce à différentes positions de la main. Il y a aussi 2 conséquences pathologiques de ces 2 tendons-là, de ces 2 compartiments-là. Et c'est pour ça aussi que je le sais à la fin. Parce qu'ils sont le siège anatomique de 2 pathologies différentes, importantes. Le premier compartiment, c'est un compartiment qui est étroit par rapport à la plupart au reste des compartiments. C'est étroit et se trouve dans une partie qui est, on va dire, très sensible au mouvement répétitif du poignet et du pouce. Alors, ça veut dire que le mouvement répétitif du poignet et du pouce vont produire un frottement entre le tendon et son compartiment. Donc, une tendinite. Tendinite qui est un nom propre. Il a un mec qui n'avait rien à foutre à la maison, il a décidé de donner son nom à une tendinite. C'est la tendinite de De Quervain. D'accord? Oui, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui n'a pas de télé, il n'est pas marié, il n'a rien à faire à la maison, donc il sort au laboratoire d'anatomie et trouve quelque chose et lui donne son nom. Donc, la tendinite de De Quervain, c'est un conflit entre ces 2 parties, le tendon et son compartiment. Les traitements définitifs chirurgicaux, c'est l'ouverture du compartiment. D'accord? L'autre siège anatomique important de pathologie, c'est le compartiment pour l'extenseur pollicis longus, les 3e compartiments. Et c'est important pour une raison. Vous avez vu qu'il se trouve ulnaire par rapport au tubercule de Lister. Vous avez reconnu ici le tubercule de Lister, il se trouve ulnaire. Ça, c'est important parce que, comme on a dit, on a besoin de cet trajet pour écarter le pouce. En fait, son fonction, c'est pas l'extension. L'extension, si aussi, mais c'est avec la réunion des autres. La fonction exclusive de l'extenseur pollicis longus et la façon de l'explorer, c'est la rétroposition du pouce. La position du pouce derrière les autres doigts par rapport au plan frontal de la main. D'accord? Avec sa position-là, la petite taille de compartiment, il le fait très sensible à un effet indésirable des fractures de poignet. Surtout quand la fracture de poignet est peu déplacée et le traitement est conservateur, mais aussi avec des autres traitements, ça peut arriver. La formation d'un hématome ici, que comme vous voyez, c'est pas rare parce que on est très proche à l'os et on est dans un endroit qui est étroit, va produire la compression du tendon et sa lésion pour raison ischémique. Donc la rupture secondaire de l'extenseur pollicis longus suite à une fracture de poignet se produit surtout pour des raisons ischémiques, dans un deuxième temps, surtout un traitement conservateur de fractures peu déplacées. Et l'exploration, c'est les rétropositions de pouce. Et le traitement ne peut pas être la réparation directe, parce que comme c'est une lésion ischémique, on n'aurait pas un siège anatomique facile à suturer et avoir une bonne suture, on serait obligé de faire un transfert tendineux. Vous avez tout compris? Oui. Voilà. C'est pour ça aussi que je fais ce topo d'anatomie le plus tôt possible, parce qu'il y a beaucoup de réponses aux questions qu'on fait au niveau clinique qui sont déjà répondues dans ce topo-là. Donc si vous repassez suffisamment bien ce topo-là, pratiquement tout ce que c'est le plus important, vous l'avez déjà. Il reste quelque chose de physiopathologie, bien entendu, mais l'anatomie aide beaucoup pour ça. Bon, on a fini le extenseur au niveau du poignet. On va passer à la partie difficile des extenseurs, le comprendre au niveau du doigt. D'accord? Et ça va être compliqué. Bon courage! Je fais un dessin, un petit peu 3D de la partie osseuse de
doigts longs. D'accord? Pour le pouce, c'est un petit peu pareil. Mais comme on pouce est un petit peu moins compliqué, je l'explique surtout sur ce sujet, sur cette partie-là. Et comme ça, si vous le comprenez ici, vous le comprenez peu importe où. D'accord? Je fais un petit point 3D. Et ça va être plus difficile pour expliquer plus tardivement, mais je pense qu'il sera plus compréhensif pour vous. D'accord? Voilà. Je peux juste poser une question? On est en train de faire un cours enregistré. Attends. Oui, l'école ne voit pas justement. Le laboratoire, c'est politique. C'est pour ça que je suis ici pour le laboratoire aujourd'hui. Ok, bon, bah, merci. Ok, ça Voilà les choses directes. On a des interruptions. C'est seulement fort. Comment faire? Non mais c'est bon. Comme ça, tout le monde s'est rendu compte que c'est vraiment en direct. S'il n'y a pas des interruptions, c'est pas rigolant. Bon. Donc, on avait parlé des extenseurs, non? Qui venaient tirer du doigt. C'est ça? Ben non. Mais si, ben non. Les extenseurs de doigt viennent ici au niveau de la métacarpophalangienne. Dans ces dossières, vous connaissez les dossières, sont des ligaments qui mettent ensemble les extenseurs. D'accord? Non, pas les polis. Des dossiers. Les dossières. Les polis sont des fléchisseurs. Les extenseurs, il y a ces ligaments-là qui vont le mettre ensemble pour éviter sa luxation vers un côté ou vers l'autre de la métacarpophalangienne, lors de flexion. D'accord? Quand on se fléchit, le tendon ne tombe pas vers un côté ou vers l'autre parce qu'il a les dossiers qui le retiennent dans sa place. Alors, ici, il y aura une partie de l'extenseur qui va venir à la phalange proximale. Et c'est cette partie-là qui va donner l'extension de la métacarpophalangienne. D'accord? Là. Mais la partie la plus importante du fléchisseur, et on va la mettre dans cette couleur, des extenseurs, pour l'extension d'IPP-IPD, interphalangeal proximal, interphalangeal distal, ne pas donner pour l'extenseur même. L'extenseur, la plupart, fait l'extension de la métacarpophalangienne. À ce niveau-là, il y a deux tendons qui sont plutôt palmaires qui vont se réunir ici avec l'extenseur. Sont le tendon des muscles intrinsèques. Les muscles intrinsèques, vous avez bien, très bien, parce que vous êtes très fort en anatomie, sont les interosseux et les lombricaux. Les interosseux et les lombricaux vont donner cette fibre là, vont se réunir avec le tendon extenseur et vont prendre la plupart de la force d'extension à partir de ce point-là. Ils vont se diviser en une partie centrale, que c'est la bandelette médiale, qui vient s'attacher à la phalange moyenne. Voilà, là. Ils sont ces parties-là qui va faire l'extension du IPP. Et avec un autre couleur, il y a deux divisions là qui vont donner le bandelette latéral. Pardon. Là. Les bandelettes latérales. Une et l'autre vers l'autre côté.
ils vont se réunir dans la partie distale du tendon extenseur pour étendre la phalange distale, alors l'interphalangeant distal. Cette structure de l'appareil extenseur est très importante parce que c'est le siège de plusieurs pathologies. Et c'est la partie clinique qui nous intéresse en fait. On va dessiner là bien l'autre branche qui vient là. Parfait. Bon. Si on a une rupture du tendon extenseur, et je parle de tendon extenseur extrinsèque, on aura un déficit d'extension de la métacarpophalangienne, mais l'interphalangienne proximale et distale pourront s'étendre sans souci. Donc on aura ces positions-là. D'accord? Ça, ce ne sera pas possible, mais ça sera possible sans souci. Donc pour explorer ça, le mieux se demande au patient de mettre la main à plat, complètement à plat, et essayer de faire l'hyperextension de métacarpophalangienne qu'on peut tous faire. S'il n'est pas capable de la faire, s'il ne peut pas tirer plus que ça, bah alors à ce moment-là, il a un problème de l'extenseur. Mais s'il est capable d'étendre IPP, IPD, ça ne veut rien dire à niveau de l'extenseur. Il peut être blessé. D'accord? Vous avez compris? Oui. Parfait. Si la partie blessée, c'est la bandelette médiale, il ne peut pas faire l'extension de la interphalangienne proximale. Et ça, il y a une conséquence très grave avec les temps. Pour l'exploration initiale, il faut demander au patient de tendre le doigt, mais depuis ces positions-là, il faut qu'il essaie d'étendre en distal à ça. D'accord? S'il est capable de le faire, la bandelette médiale doit être bien. Si il y a une lésion de la bandelette médiale qui passe à inaperçu, il se produit le suivant effet. La traction du tendon fléchisseur là va pas être répondue pour une tension ici, parce que cette tension ici n'existe pas. Et par contre, l'attraction de bandelette latérale est conservée. Et comme la résultante de ces deux forces va faire une luxation de bandelette latérale. Ces luxations de bandelette latérale vont faire que la interphalangienne distale se plie et soit luxée à travers de ces bandelettes, comme ça. Et par contre, va produire une hyper extension réflexe de la phalange et distale. Si vous voyez bien cette image-là, vous comprenez déjà pourquoi on appelle cette lésion la lésion en boutonnier. Parce que c'est comme le boutonnier d'une chemise, et ça c'est le bouton. Et ça, dans cette image-là, ça c'est une lésion en boutonnier. Pour une luxation palmaire de bandelette latérale, suite une lésion de la bandelette médiale. Par contre, la lésion de la bandelette distale est plus facile à diagnostiquer car le patient ne sera pas capable de lever son phalange distale qui va tomber. Il va donner l'aspect connu comme doigt émaillé au mallet finger. D'accord? Cette situation-là produit un effet contraire. Comme le fléchisseur tire de là et la bandelette médiale est conservée et tire là, bon alors ça va produire une hyper extension de la interphalangienne proximale et une hyperflexion de la interphalangienne distale. Ça donne une forme de doigt comme ça. Et si à ces formes de doigt, on ajoute un petit œil là et un petit pic là, on a un joli signe. C'est les doigts en signe. D'accord? Voilà.
Et comme ça, on a fini l'appareil extenseur. Pas mal, hein? On va passer à la partie difficile. Non, c'est bon. Je pense que l'extenseur, c'est plus difficile que les fléchisseurs. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. On va passer au fléchisseur. Le tendon fléchisseur du poignet sont 3. On ne va pas trop parler de eux. Il y a le fléchisseur carpus ulnaris, que c'est franchement puissant. Et les deux fléchisseurs carpus radialis sont le fléchisseur carpus radialis, ça s'appelle comme ça, et les palmaris longus qui est inconstante. D'accord? Voilà, on a fini de parler sur ce sujet-là. C'est bon. On va parler sur des tendons fléchisseurs. Pour le pouce, on a les longs fléchisseurs du pouce. Donc voilà, on a fini, c'est bon. Et à l'avant-bras, il va finir à la phalange distale, il va fléchir l'IP du pouce. Point final. On passe vraiment aux fléchisseurs qui nous intéressent, sont le fléchisseur de doigt long. On a pour chaque doigt long deux fléchisseurs, un fléchisseur profond et un fléchisseur superficiel. Où s'attache le fléchisseur superficiel? À quelle phalange? Il y a un deuxième. Parfait, deuxième phalange. Et les fléchisseurs profonds? Il y a un troisième. Voilà, donc on a un problème parce qu'il a un fléchisseur qui est superficiel par rapport à l'autre, mais s'attache plus tôt. Et ça se règle facilement parce qu'il a un trou au fléchisseur profond, fléchisseur superficiel pour passer le profond. Donc on a un fléchisseur superficiel qui a un trou là, qui est connu comme chiasma de Camper. Et dans ce trou-là, il passe les fléchisseurs profonds. Voilà. D'accord? La base d'attachement du fléchisseur superficiel est énorme. On a la phalange moyenne ici. Et le chiasma de Camper permet que ça s'attache dans toutes ces surfaces-là. D'accord? Et par contre, le fléchisseur profond, il s'attache qu'à la base de la phalange distale. Comme ça. D'accord? Donc, pas si compliqué que ça. Pour explorer le fléchisseur, comme il y a un attachement au appareil extenseur par des différents ligaments qu'on ne va pas parler parce que je pense que c'est un sujet un petit peu compliqué pour vous, normalement, les doigts s'enroulent bien même s'il manque le fléchisseur superficiel. C'est pour ça, explorer les fléchisseurs profonds est facile parce qu'on demande le patient de fléchir et on retient là pour que fléchisse seulement la phalange distale. D'accord? Et on peut savoir s'il y a des fléchisseurs profonds ou pas. Mais pour savoir si il y a des fléchisseurs superficiels, ça, c'est pas suffit. Parce qu'avec un fléchisseur profond, avec l'enroulement de doigts, il peut fléchir cette articulation. La façon de faire, c'est profiter que les fléchisseurs profonds et superficiels sont ensemble. Alors, si on bloque tous les doigts excepté les doigts explorés, le fléchisseur qui tient le bout, c'est comme le fléchisseur superficiel et pas le profond. Donc, si vous essayez, vous verrez qu'il se fléchit seulement la phalange proximale et que l'interphalange distale est libre. Vous tapotez ici, Fléchis. D'accord? Ok. Donc c'est comme ça que s'explore le fléchisseur superficiel, en retenant tous les autres doigts et demandant au patient de fléchir. Et c'est pas vrai pour tous les doigts. On a parfois une réunion entre le fléchisseur superficiel du 4e et 5e doigt. Donc parfois les patients sont incapables de fléchir le 5e doigt quand on retient tous les autres, mais c'est pas parce que le fléchisseur profond est atteint, mais le fléchisseur superficiel est atteint, mais parce qu'il est réuni avec les 4e. Donc parfois c'est mieux retenir les deux premiers doigts et essayer de fléchir les deux derniers pour vraiment savoir qu'il n'a pas une lésion du 5e doigt. Une autre relation importante à connaître, c'est que le fléchisseur profond de l'index parfois est réuni avec le long fléchisseur du pouce. Alors ce patient-là ne pourra pas fléchir les pouces si on retient l'index et vice versa. Si on fléchit en même temps. D'accord? Et c'est physiologique, c'est normal. Et il nous reste connaître les poulies qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc on va parler de poulies et on aura fini avec tout ce que c'est partie fléchisseur.
je ne veux pas rentrer dans des musculatures intrinsèques de l'éloge ténérien et hypoténérien parce que c'est assez compliqué et sinon on va allergir trop le sujet. On parlera de ça seulement pour des plans cliniques comme on parlera de nerfs. D'accord? Donc on va déjà parler des poulies. Les poulies sont de tissus fibreux qui va retenir les tendons appliqués à l'os. Parce que si vous avez un petit peu de mécanique, vous savez que la transmission de la force, si ne se produit pas avec cette application-là, il aurait une perte de force et il aurait aussi un effet corde d'arc. Si on tire d'ici, normalement, il va s'étancer comme ça le tendon. Il faut qu'il soit appliqué pour éviter ça. Une seconde, alors, on a le fléchisseur profond, le fléchisseur superficiel là, comme on a déjà parlé, et les profonds là, parfait. On a ça. Donc, on a en tout 8 poulies. D'accord? Parce qu'il y a deux types de poulies, les poulies linéaires et les poulies croisées. Les linéaires, normalement, on ne parle pas trop d'eux parce qu'ils ne sont pas trop importants en clinique. Je pense que c'est plutôt les rêves d'un anatomiste que... Ah, j'ai trouvé 4 fibres qui sont dans une direction différente. C'est une poulie différente. Mais bon, ça c'est mon avis. Il ne faut pas voir mon avis. Donc, on va commencer par parler surtout de poulies linéaires qui sont les plus importants. On a 5. Pour retenir plus facilement, les poulies ampères, normalement, vient de la tête du métacarpien et se prolonge un petit peu en avant. D'accord? Comme ça. Ouh. Et les poulies paires sont plus plats, viennent de la diaphyse, comme ça, d'accord? Et on a déjà dessiné les 5 poulies importants. Et vous avez déjà notre conseil pour vous souvenir mieux de qui c'est qui poulie. Donc, de la tête du métacarpien, on a la poulie A1. De la tête de première phalange, on a la poulie A3. Et de la tête de deuxième phalange, on a la poulie A5. Et entre, on a A4 et A2. D'accord? La poulie la plus importante pour donner la force à la main, c'est la poulie A2. Et après, la poulie A4. Mais la A2, c'est la plus importante. On a fait des études de mécanique qui montrent que si on coupe la poulie A2, on perd jusqu'à les 60% de la force. Les sièges anatomiques du doigt réseau, c'est la poulie A1. Quand il y a un conflit pour inflammation, pour je ne sais pas quoi, pour épaississement de la poulie suite à l'estrogène, etc. C'est à A1 où se trouvent ces conflits et se produisent les réseaux, cliniquement. D'accord? Et entre, on a les poulies circonférentielles C3, C2, C1. C'est important. Les poulies sont de tissus fibreux qui sont des renforcements d'une gaine. Ces gaines-là, il a des fonctions plutôt nourritrices pour le tendon. D'accord? Et si un corps étranger arrive à rentrer dans cette gaine-là, étant donné qu'elle est étroite, que la vascularisation est... il risque de produire une infection, une ténosynovite infectieuse acute, qu'en France on appelle phlegmon. La disposition de poulies, des gaines, on a fini les poulies, la disposition de gaines, pour la plupart des doigts, c'est de IPD à peu près jusqu'à MCP. Mais on a deux exceptions particulières et laquelle qui est aussi variation anatomique.
Mais bon, là, on va vous expliquer la plus courante. On a ça pour la plupart des doigts, mais le 5e doigt et le pouce ont des gaines qui arrivent jusqu'à le poignet. Alors, un flegmon de la gaine du pouce ou du 5e doigt, il faut toujours se méfier et venir chercher l'origine au poignet. Et il y a quelques patients qui ont un espace connu comme l'espace des Parona. Je ne vous crée pas le nom que je ne veux pas que vous reteniez parce que ce ne sera rien. Mais bon, que peuvent mettre en communication le gaine du pouce et le gaine de l'auriculaire. Et ça s'est produit un abcès en bascule. D'accord? Voilà, on a fini tout ce qu'on doit savoir de fléchisseur. Pas difficile, vraiment. Il nous reste parler un petit peu de nerf et on va arrêter avec ça. Parce que je vois que vous êtes fatigués. C'est bon, ça suffit pour un seul jour. Donc on va parler de la motricité un tout petit peu, et après on parlera de la sensibilité, que c'est plus facile encore, et après on a fini, d'accord? À niveau motricité de la main, la plupart des muscles intrinsèques de la main sont innervés pour quel nerf? Non, les nerfs ulnaires. La plupart des nerfs intrinsèques de la main sont innervés pour le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire va innerver les muscles intrinsèques de doigt long, donc le interosseau et les lombricaux, va innerver toute la loge hypoténarienne et la plupart de la loge ténarienne. La loge ténarienne est une innervation mixte entre le nerf médian et les nerfs ulnaires. D'accord? Mais la plupart vient de nerfs ulnaires. C'est pour ça que les changements trophiques à niveau de la main se produisent surtout avec de compression du nerf ulnaire. Donc la perte de chair en commissure, la perte de première commissure, tout ça sont des signes indirects de lésion de nerf ulnaire. Comme les nerfs ulnaires innervent les interossaux et les lombricaux, quels sont les muscles qu'on avait dit que fait l'hyperextension, l'extension des IPP, IPD et la flexion d'MCP? Un déficit grave de cette nerf-là va produire l'incapacité de faire cette position-là. Donc, le métacarpien sera en extension et les métacarpophalangiens sera en extension et l'interphalangiens sera en flexion. D'accord? Aussi, on aura un autre effet, comme la loge ténarienne sera complètement perdue, on ne pourra pas faire un effet contre les extenseurs du pouce, donc vont ramener toute la colonne du pouce en derrière. Et ça produit une main qui est connue comme la griffe ulnaire, la main des singes, parce qu'il n'a pas l'opposition du pouce. D'accord? Il y a beaucoup de discussions de qui produit la main du prédicateur, ou la main de Jésus-Christ, je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est toujours le nerf médian, mais le nerf médian proximal, très proximal. Parce qu'il doit, les nerfs médians, dans des muscles extrinsèques, il s'en occupe de fléchisseurs superficiels de deuxième et troisième doigt. Les fléchisseurs profonds, c'est les fléchisseurs, non, les profonds de deuxième et troisième. Profond de deuxième et troisième. Et le quatrième et cinquième, c'est les nerfs ulnaires qui s'en occupent. Alors, on peut fléchir les deux derniers, mais les autres restent en extension. C'est les doigts du prédicateur. Mais bon. Le nerf médian, on avait dit qu'il y a une participation dans la loge ténarienne. C'est mixte. Pratiquement tous les muscles sont mixtes. Il y a seulement un muscle qui n'est pas mixte. Non. La corde abducteur du pouce. D'accord? C'est l'unique. Mais le reste, c'est le nerf ulnaire. C'est pour ça que la pince latérodigitale, ça veut dire la pince entre le pouce et les bords latérales du doigt, est pas possible sans le nerf ulnaire.
Alors, comme il n'est pas possible, le patient va faire une compensation avec les longs fléchisseurs de pouce. Il va fléchir l'IP pour essayer de tenir les objets quand on essaye de le retirer. Et c'est ça le signe de frottement. La compensation avec les longs fléchisseurs de pouce de la manque des pinces latérodigitales. Ça. Et le nerf radial, il n'a pas de participation de muscle de la main. D'accord? Il nous reste que voir le territoire sensitif. Ça, je pense que vous connaissez déjà, mais on va faire un petit rappel vite fait et comme ça, on aura fini. Et la vascularisation, bon, et vous savez qu'il a deux artères, artère radiale, artère ulnaire. Il a deux arceaux, un arceau dorsal, un arceau palmaire. Ils sont ensemble, etc. Là, il y a de l'anastomose, c'est un réseau compliqué. Donc, je passe un petit peu de ça et on va venir avec les territoires sensitifs. Les territoires sensitifs de nerf ulnaire, comme on est en train de parler de lui, c'est plutôt le bord ulnaire, comme c'est logique, de la main. Alors, le deux derniers doigts. Le quatrième doigt, normalement, la plupart des personnes ont la moitié ulnaire du quatrième doigt innervé pour le nerf ulnaire. Mais c'est variable, ça dépend de personne. Mais bon, ça c'est le plus classique typique. Le nerf, pardon, je suis en train de mourir, ne vous inquiétez pas. Le nerf médian s'occupe de la partie radiale de la main en palmaire. Donc, ça. Vous connaissez bien une pathologie du nerf médian à l'entrée de la main. Alors, une pathologie plutôt sensitive, mais qui a une participation motrice parce que vous avez vu qu'il y a un muscle, que c'est l'abducteur corps du pouce, qui est aussi lié au nerf médian. Quelle pathologie c'est? Le canal carpien. Voilà. Donc, le territoire du syndrome du canal carpien et le territoire du nerf médian. Ces couleurs-là, c'est joli parce que c'est le couleur de Malaga. C'est vrai. Un dorsal. La plupart de la face dorsale de la main est donner la sensibilité pour le nerf radial. Mais pas tout. On va faire ici un petit peu. Eh non, c'est super moche, cette main-là. C'est une main plutôt potéro. Voilà. Je descends mieux quand je regarde à l'écran parce que c'est dans la même direction que la table. Si la tablette est dans une direction différente, je commence à avoir mal à dessiner. Des vases. Après, je m'adapte. D'accord. Donc, le nerf radial, le nerf radial, c'est une coupe de la face dorsale, mais jusqu'à la phalange distale. Oh, pardon. Je m'ai fait une chose. J'ai compris, c'est mon erreur. Voilà. Jusqu'à la phalange distale. Là, s'arrête et laisse la place au nerf qui s'est occupé de ce côté-là en palmaire. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et évidemment, on va de nouveau venir au vert pour le nerf ulnaire qui est là. Et au nerf médian là, là et là. Et ça, c'est le territoire sensitif de la main. Et comme ça, on a fini les topos d'anatomie de la main. On va vous expliquer aussi les conséquences cliniques de cette situation anatomique. Mais on va repasser de nouveau à la partie clinique plus tardivement des autres topos qu'on a. On va couper ici l'enregistrement de la... On va couper l'enregistrement si je trouve où se trouve les machins.